Bonsoir. Donc, je fais partie du mouvement Slow Food. Alors, je vais vous dire quelques mots sur cette association, comment elle s'est créée. Et puis, je vous partagerai un petit peu quelles sont mes réflexions sur ces deux mots consommer éthique. Et puis, je vous parlerai d'un exemple concret qui me tient à cœur et qui représente pour moi ces communautés de confiance qui nous permettront de reconstruire une consommation qui a du sens et qui ne laisse pas des choses sans qu'on les voit. Alors le mouvement Slow Food, donc slow ça veut dire lent pour ceux qui ne parlent pas anglais, et food c'est nourriture, donc c'est par opposition au mot fast food. C'est un mouvement qui a été créé il y a 25 ans en Italie. C'est un monsieur qui s'appelle Carlo Petrini qui a créé ce mouvement. Alors c'était d'abord un mouvement, c'était pas très politique, ça n'avait pas des ambitions très grandes, ça voulait juste dire, nous on aime bien manger, les Italiens comme les Français aiment bien manger, on a plein de plats différents, on a des quantités de saucisses, de fromages qui sont très variés, dans chaque village on a sa spécialité, et puis qu'est-ce qu'on veut mettre au centre de Rome? On veut mettre un fast-food qui représente une nourriture de mauvaise qualité, qui représente une nourriture complètement standardisée et complètement industrialisée. Voilà. Et c'était ces trois idées-là, c'est-à-dire de manger de la merde, mais de manger qu'une seule sorte de merde, c'est-à-dire c'est vraiment complètement standardisé, et en plus en utilisant des moyens industriels pour faire de la merde. Voilà. Donc ça c'était vraiment le symbole. Donc par clin d'œil, ils ont dit on va créer une association Slow Food où on va essayer de raconter une histoire différente. Alors moi j'ai rejoint il y a 3 ans le mouvement Slow Food, et donc je cherchais en fait une association qui puisse m'accompagner un petit peu dans les choix qu'on faisait en famille à la maison pour manger d'une façon un peu plus raisonnable, en achetant un panier. Donc des paniers de saison, c'est super, on découvre plein de légumes, mais si on ne s'est pas renseigné très vite comment on fait ces légumes, ils dorment au fond du frigo et on les jette. Donc on n'a pas gagné grand-chose. Donc il faut quand même, quand on rentre dans une démarche qui est de consommer de façon plus intelligente, ça veut dire aussi qu'il faut aller jusqu'au bout, il faut s'intéresser à la cuisine et tout ça. Voilà. Donc c'est surtout ma femme qui fait la cuisine, je ne vais pas prétendre que c'est moi qui tiens le torchon à la maison, mais en tout cas, on avait envie de creuser ça, et moi j'avais envie de me rapprocher d'une association qui faisait ça. Et en même temps, j'étais déjà très engagé dans toutes les questions d'écologie, et je recherchais une façon de s'engager dans l'écologie où le plaisir n'est pas absent. Et c'est très important parce que, vous voyez, enfin, on peut parler de choses qui sont très déprimantes quand on parle d'écologie. La pollution, c'est quelque chose voilà, on peut créer comme ça un sentiment d'angoisse en parlant de toutes les choses qui ne vont pas bien dans le monde, et je pense que c'est aussi important quand on parle d'écologie, parle de responsabilité environnementale, de venir aussi avec les solutions et avec le plaisir de mettre en œuvre ces solutions. Et l'alimentation, c'est quelque chose de super pour ça. Je faisais des émissions de radio sur l'environnement, et parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées dans tous les domaines de l'énergie, de l'alimentation, je me suis dit, s'il y a quand même un endroit où il faut vraiment s'impliquer, c'est la question de l'agriculture et de l'alimentation, parce que ça gouverne énormément de choses dans le monde, et qu'en s'appuyant sur des choses que l'on fait au quotidien, c'est 3 fois par jour que l'on vote, et que, comme disait Pierre Rabhi, que l'on décide à qui on donne de l'argent. Donc 3 fois par jour, on peut se poser la question, qui est-ce qu'on soutient, quel monde on construit? Et donc cette question de l'alimentation et de l'agriculture m'a paru très importante, alors que je suis un urbain, que j'ai jamais beaucoup fait la cuisine, et qu'en plus j'ai le rhume des foins, et donc je ne peux pas faire mon jardin. Donc j'ai essayé un peu de faire ce chemin-là, et c'est très chouette. Donc ce mouvement Slow Food a inventé un slogan qui s'appelle « Bon, propre et juste », et qui essaie dans ces 3 mots de dire en fait que le plaisir du goût, c'est quelque chose de fondamental, et c'est ce qui va nous intéresser à cette question aussi. Bon, ça veut dire le plaisir du palais, le plaisir de faire quelque chose de bien, qui a du sens, de prendre le temps de faire un repas, de le partager avec les gens, toute cette notion de convivialité. Propre, c'est-à-dire que ce qu'on fait n'a pas d'impact caché derrière négatif, que ce soit sur la santé du consommateur, la santé du producteur, parce qu'aujourd'hui l'agriculture intensive crée énormément de producteurs malades et cancéreux, et bien sûr la santé de la nature, de l'eau, de la terre et de toutes les espèces vivantes. Par exemple, tous les microbes ou les lombriques qui se trouvent dans la terre, c'est ce que l'agriculture biologique veut protéger aussi.
Si ces espèces-là ne sont pas là, la terre ne se renouvelle pas correctement, le compost ne se renouvelle pas. Donc pour qu'il y ait un cycle de vie, il faut protéger même ces petites bestioles. Voilà. Donc toute cette partie propre qui est la santé du producteur, du consommateur et de la nature. Et la troisième chose qui est importante, c'est juste, c'est-à-dire qu'on paye un prix juste et qu'on fasse vivre de façon juste les gens qui en font leur métier, les paysans. Et je dirais aussi qu'on ait un prix juste aussi du bio pour que ce soit accessible à tous. Pierre Rabhi, là, qu'on a vu tout à l'heure, disait manger bio, ça suffit pas, parce qu'on peut très bien manger bio et exploiter son prochain. Donc c'est manger bio, mais aussi que ce bio-là ait permis de faire vivre correctement des producteurs et que ce soit accessible à toute une population et pas que ce soit des gens riches qui exploitent les gens les plus pauvres pour manger sainement. Donc Slow Food est devenu donc même un mouvement de 150 000 membres dans le monde. Il a créé une fondation qui s'appelle Terra Madre, qui essaye de créer des communautés de nourriture. Et donc dans les pays du tiers-monde, dans les pays du Sud, c'est très important que les producteurs puissent faire une alimentation qui nourrit leurs voisins et que comme ça ils arrivent à vivre correctement et à faire vivre correctement leurs voisins. Voilà. Et donc il y a des communautés de nourriture qui sont soutenues par cette fondation et par le mouvement Slow Food dans le monde entier. Et tous les 2 ans, à Turin, il y a le salon qui s'appelle le Salon du Goût qui est le rassemblement de Terra Madre, et on voit des gens du monde entier qui viennent pour raconter tout ce qu'ils arrivent à construire localement dans ces communautés de nourriture. Une autre action, c'est l'Arche du Goût, et ça c'est un aspect très important qu'on néglige parfois, c'est la question de la biodiversité. C'est-à-dire que c'est pas simplement sauvegarder le goût et le plaisir du goût, c'est aussi sauvegarder des espèces différentes de blé, parce qu'on sait très bien que le blé aujourd'hui c'est un blé qui a été modifié pendant des dizaines d'années, qui a été concentré et qui contient beaucoup de gluten parce qu'il est beaucoup plus facile à malaxer, qui pousse très vite. Alors maintenant on fait des blés où on met un produit dessus pour qu'il pousse droit, après on remet un produit dessus pour qu'il s'arrête, pour qu'il ne penche pas. Voilà. Donc c'est des blés qui sont complètement, c'est des Ferrari de la production, mais s'ils sont attaqués par quelque chose, ils ont des grandes faiblesses. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs sortes de blé. Donc la diversité des espèces végétales et animales est très très importante. Les pommes aussi, par exemple, il y a énormément de sortes de pommes. Et bien, si vous ne faites qu'une seule sorte de pomme, que cette pomme se fait attaquer par un parasite, ben vous pouvez perdre toute votre récolte, même en y mettant tous les produits que vous voulez. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un producteur qui fait plusieurs sortes de pommes. Il y en a une qui ne marchera pas bien, mais il y en a une qui marchera bien, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est l'Arche du Goût, avec des projets sentinelles qui sont des projets où les gens de Slow Food essayent de sauver cette production, d'aider le producteur à développer et à vivre de son métier sur une espèce particulière. Nous, en Alsace, on soutient la poule d'Alsace, qui est une espèce de poule qui grandit 2 fois plus lentement que d'habitude, mais qui fait une très bonne viande et des très bons œufs. Et il y a des gens passionnés de poules qui veulent absolument qu'elles survivent. Et on a un producteur, le producteur Gilbert Schmidt, qui essaye de relancer une production de cette poule d'Alsace. Voilà, donc au travers du monde, il y a donc des conviviums, donc ces groupes Slow Food. Donc nous, à Strasbourg, enfin, dans le Bas-Rhin, on a le Schneckele, donc le petit escargot en barinois. Et dans le Haut-Rhin, il y a le Schnackala, qui est la version haut-rhinoise de Slow Food. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des moments de partage de cuisine, donc des ateliers cuisine, des dégustations. On fait des visites de producteurs. On essaye de mieux connaître les producteurs, de les faire connaître, de donner des bonnes adresses aux gens, et puis de comprendre aussi quelles sont les problématiques des producteurs, pour qu'on ne soit pas simplement là en leur demandant de faire des efforts, de nous faire du bio, de bonnes choses, mais de savoir de quoi ils ont besoin, quelle est la bonne façon pour eux pour vivre correctement autour de nous. Et on s'intéresse donc à des projets de biodiversité comme la poule d'Alsace. Et l'autre chose qu'on essaie de faire, c'est vraiment toucher le grand public, celui qui aujourd'hui a besoin non pas d'être convaincu, mais d'être simplement d'avoir les yeux qui s'ouvrent, de savoir qu'effectivement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'alimentation aujourd'hui. Et c'est pas en étant abreuvé de publicité toute l'année qu'on arrivera à s'en rendre compte. Donc il faut qu'il y ait un autre discours, une autre sensibilisation. Et pour ça, on a un projet dont je vous parlerai peut-être, qui s'appelle le circulinaire, où on veut en une demi-heure surgir dans un parc, sur une place, et en une demi-heure raconter l'histoire d'un légume
et l'importance de manger de saison et bio. Voilà, donc ça c'est Slow Food. Alors je voulais vous dire quelques mots, j'aurai juste l'heure. Sur consommer éthique. Alors, en regardant ce mot consommer, c'est un mot qui est très fort parce que il y a une idée dans le mot consommer, dans la racine latine, de prendre complètement quelque chose. C'est-à-dire quand on consomme, c'est qu'on l'utilise jusqu'à épuisement. Et c'est une chose qui est consommée, c'est une chose qui est définitivement déduite de l'offre, qui n'est plus possible d'utiliser, elle est consommée. Et c'est fou quand même qu'on utilise ce mot pour toutes les choses qui normalement pourraient être renouvelables. On consomme de la nourriture, on consomme alors qu'on utilise la nourriture, on en prend quelque chose, mais on en rejette beaucoup, qui retourne dans un cycle naturel. Et on se rend compte qu'en fait, on nous parle de consommation comme un fonctionnement économique, avec un terme qui donne l'idée que ça ne peut pas être des biens qui sont durables. C'est-à-dire que ça ne peut marcher qu'avec des choses qui se détruisent, qui sont, une fois qu'elles sont consommées, il faut en consommer de nouvelles. Et donc le mot consommation, il n'est pas compatible avec une approche éthique où on essaye de faire que ce qu'on fait est durable sur le temps. Alors, je vais vous donner un exemple. Au début du siècle, on a inventé donc les ampoules. Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique et il l'a fait marcher. Et donc, aujourd'hui, il y a une ampoule dans un garage de pompiers américain qui a 110 ans et qui fonctionne encore. Incroyable. Voilà, elle a été faite comme ça et elle fonctionne encore. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les années 30, 40, il y a eu un cartel de producteurs d'ampoules qui se sont dit, bon, on a inventé l'ampoule, on est en train d'améliorer cette ampoule et elle est en train de dépasser les 1000 heures de durée de vie. Il y a un problème, c'est que si maintenant on augmente la durée de vie, on va fermer les usines dans quelques années. Une fois que tout le monde sera équipé, on va devoir fermer les usines. Donc ils se sont mis d'accord entre eux pour que toutes les ampoules soient conçues pour ne pas dépasser 1000 heures de fonctionnement. Voilà. On s'en est rendu compte après-guerre, on a des documents qui ont prouvé ça. Donc c'est le concept d'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'on a sciemment défini des choses qu'on ne pouvait plus, qui devaient tomber en panne et qui devaient être renouvelées. Voilà. C'est cette idée que la consommation ne marche que si on arrive à détruire des choses pour ensuite renouveler l'envie et en recréer. Alors que la consommation, donc cette idée de consommation a une idée de sans fin, d'éternité, de renouvellement permanent, alors que ça se heurte à des limites physiques qui sont que notre monde est fini. C'est pour ça peut-être que la consommation est tellement addictive, c'est qu'elle nous donne ce sentiment que notre monde n'est pas fini et que, d'une certaine façon, nous-mêmes, nous sommes un peu infinis. C'est-à-dire que ça nous porte, ça nous donne un sentiment de recréation permanente et peut-être d'éternité. Et je suis persuadé, bon, je ne suis pas le seul à le dire, mais je comprends assez bien que cette consommation-là, le fait de consommer en permanence, surtout des biens non durables, c'est une façon de nous cacher notre angoisse de la mort et de la disparition. C'est-à-dire qu'on renouvelle sans arrêt quelque chose qui renaît comme ça, et on ne voit pas du tout où c'est fabriqué. Enfin, moins on en voit, mieux c'est, parce qu'on se sent comme ça se régénérer à Noël, hop, on refait des cadeaux, on a l'impression de faire plaisir, de recréer quelque chose à chaque fois. Voilà. On a dépendant de ce sentiment et de cette angoisse de la mort et de la disparition qui fait qu'on a besoin de quelque chose qui meurt, mais qui se recrée constamment. Je ne sais pas si je suis clair, mais... Et par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'humoriste qui s'appelle Nicole Ferroni, qui fait des chroniques en ce moment sur France Inter, qui est très fine, qui a beaucoup d'intelligence, qui fait des choses très drôles, et qui faisait une chronique sur un invité qui avait sorti un livre sur la méditation. Et elle disait, bon, la méditation, j'ai lu, au bout d'un mois, j'ai fait la méditation, et c'était une catastrophe, parce que je me sentais super bien. Et c'était une catastrophe parce que j'avais plus besoin d'acheter d'anxiolytiques, j'avais plus besoin d'acheter des crèmes aux algues, anti-rides, avec espacement chromatique. J'avais plus besoin de ça, j'arrivais à m'accepter tel que j'étais. Et donc, à ce moment-là, j'avais plus besoin de consommer. Elle dit, mais c'est fou si... Elle disait au gars qui a écrit son livre, mais vous êtes fou si tout le monde fait ça, l'économie va s'arrêter. Donc, il y a quand même cette question, comment notre bien-être est impliqué dans ce besoin de consommer. Voilà.
C'est pour ça que je dis qu'en fait, je me dis qu'en fait, il y a un autre mot qu'il faudrait prendre, plutôt que de consommer, c'est le mot utiliser. Il faudrait qu'on utilise la nourriture, pas qu'on la consomme. Il faudrait qu'on utilise une voiture, et pas qu'on achète une voiture, pas qu'on consomme. Alors ça fait peut-être, il y a peut-être des relents communistes là-dedans, mais c'est cette idée que utiliser, il y a cette notion de transmission, cette notion que on prend quelque chose, on paye un service pour l'avoir, mais on ne possède pas la chose. Le problème de la consommation, c'est qu'on achète un truc et il y a le sentiment que voilà, c'est le nôtre, on le consomme, il est cassé et après il n'est plus à personne. Utiliser, on prend quelque chose et puis on le donne à nos enfants, après les enfants, on le donne à une autre famille quand on a gardé les vêtements et puis ainsi de suite. Et je pense que c'est cette notion-là dont il faut sortir. Je crois qu'il n'y a aucune consommation qui est vraiment éthique. Par contre, il y a des utilisations qui sont éthiques. Voilà. Et un petit mot encore sur ce mot éthique. La définition d'éthique, c'est que c'est une théorie de l'action qui doit mener l'homme, que doit mener l'homme pour conduire sa vie et parvenir au bonheur. Voilà, c'est un peu la définition des philosophes. Et je pense que c'est intéressant de comprendre la différence qu'il y a entre éthique et morale. Et en creusant la chose, je me dis, éthique, c'est une façon où on analyse la situation et on conduit sa vie pour faire des choix en fonction de valeurs qui changent suivant les époques. Et d'une certaine façon, donc on conduit sa vie en fonction de ce qu'on voit et de notre réflexion et des informations qu'on a. Et la morale, ça veut dire qu'on a reçu des choses qui sont écrites comme obligatoires et qui sont des devoirs que l'on doit suivre, et où en fait on est guidé par ces préceptes. Et je pense que d'un côté, si on essaie de conduire sa vie que à cause de son point de vue, on peut faire des erreurs, mais si on essaie de conduire sa vie que par la morale, sans questionnement personnel, on commet aussi des erreurs.